Rio est un orphelin impuissant envoyé dans les quartiers pauvres après la mort de sa mère. Cependant, lorsqu'une déesse esprit avec des mamelles de maman lui donne des compétences magiques, il utilise ces dernières pour devenir surpuissant afin de claquer ses ennemis pour se venger. Il commence tout cela avec un garçon nommé Haruto qui se rend à l'université en bus avant que celui-ci ne perde le contrôle et ne soit projeté par le train. Pendant ce temps, dans un autre monde, un garçon fragile nommé Rio se réveille dans les quartiers pauvres et commence soudainement à expérimenter des souvenirs qui ne sont pas les siens. Il est tellement confus qu'il commence à se nommer Haruto, mais alors qu'il lutte avec une crise d'identité, des hommes entrent dans la maison. Ils s'assoient et commencent à manger, et l'un d'eux demande à Rio de se laver parce qu'il sent comme un spectateur moyen d'Agnander. Frère, en sortant, Rio est tellement affamé qu'il commence à manger des baies. Des souvenirs de Haruto affluent à nouveau dans sa pensée, mais il se rappelle qu'il est Rio et qu'il vit dans ces quartiers pauvres pour venger sa mère. Après avoir pensé à comment elle est morte, Rio essuie ses larmes et se redéploie. Juste à ce moment, des femmes en robe blanche apparaissent et la plus âgée, Vanessa, lui demande fermement s'il a vu une fille aux cheveux violets, alors que Rio hésite à répondre. La fille nommée Cilia pense qu'il pourrait être intimidé et décide de lui parler poliment. Rio lui dit calmement qu'il n'a pas vu cette fille, donc quand Celia suggère qu'il cherche dans les quartiers pauvres, Rio lui dit de ne pas le faire. Il explique qu'il se démarquerait comme un mode Discord à la salle de sport, donc Vanessa suggère qu'il revienne après s'être habillé comme des gens ordinaires. Les autres filles, Christina et Rowena, protestent, mais Vanessa insiste pour qu'il retourne. Avant de partir, elle demande à Celia de vérifier la zone pour toute présence magique, ce qui la pousse à lancer un sort. Celui-ci fait briller le corps de Rio et Celia réalise qu'il est rempli de magie, ce qui signifie qu'il a le potentiel de devenir un mage. Puisqu'il ne détecte aucune autre présence, il décide de filer, mais pas avant de lui donner le paiement pour l'information qu'il leur a donnée. Après que Rio soit rentré chez lui, une personne masquée le poignarde soudainement dans le torse, mais la poche à pièces bloque l'impact du couteau. Étonné, Rio regarde autour de lui pour trouver que tout le monde est poignardé, et l'homme masqué commence lentement à s'approcher de lui avec son couteau. Juste avant qu'il ne l'attaque, Rio voit l'esprit d'une belle dame qui apparaît pendant quelques secondes et lui enseigne comment utiliser sa magie. Après qu'elle a disparu, Rio commence à combattre l'homme masqué, combinant la magie avec le style de combat hérité des souvenirs de Haruto. L'homme masqué utilise la magie pour améliorer ses capacités, mais Rio exploite son aura jusqu'à ce qu'il soit évanoui. Juste à ce moment, il remarque quelqu'un attaché dans un sac et ouvre celui-ci pour découvrir une fille aux cheveux violets qui supplie qu'il l'emmène au château avant de s'évanouir devant la scène macabre. Rio suppose qu'elle doit être la princesse que les autres filles cherchaient, donc il décide de la porter au château. Sur le chemin, il rencontre les filles de plus tôt, mais Christina attrape son chemisier, l'accusant d'être un criminel, ce qui fait que Vanessa tire son épée et ordonne à Rio de l'accompagner au château ou de se faire éliminer là-bas. Après que Rio ait accepté, des gardes royaux envahissent sa maison et arrêtent l'homme qui a enlevé la fille. Juste à ce moment, une personne dans la foule prend une pilule et l'homme enlevé meurt mystérieusement sur place. En même temps, Rio est mis sous une enquête tortueuse où Charles, le vice-capitaine des gardes royaux, le questionne. Quand Rio nie toute implication dans l'enlèvement, Charles commence à le traiter comme une femme de ménage des années 90. En même temps, la princesse enlevée, Flora, finit par reprendre conscience et est soulagée de se retrouver dans sa chambre. Elle apprend ensuite de Vanessa que le garçon qui l'a sauvée est actuellement enquêté. Elle demande à Vanessa de lui apporter Rio. Donc Vanessa et Celia arrivent et sont horrifiés de voir qu'il est plié comme une chaise de jardin. Au début, Charles est fier de son travail, mais quand il apprend que Rio a sauvé la vie de Flora, il commence à transpirer et ordonne à ses hommes de le libérer. Après que Cilia l'a soigné, Rio se réveille dans un lit confortable et est surpris de voir que toutes ses blessures ont disparu. Cilia s'excuse pour ce qu'il a subi et Rio réalise soudainement qu'elle est la même fille qu'il a parlé à l'extérieur de sa maison. Elle révèle également qu'il aura une audience avec le roi qui le récompensera pour avoir sauvé sa fille en l'inscrivant à l'académie de magie. Après avoir emmené Rio rencontrer le roi, Celia le conduit à l'académie de magie et lui demande de venir à son laboratoire après l'école pour qu'elle puisse lui enseigner quelques bases. Avant de le conduire en classe, elle lui dit que la plupart des étudiants ici sont des princesses cryptées et qu'ils ne lui feront peut-être pas beaucoup plaisir. Quand il entre en classe, les étudiants commencent à le regarder comme s'il était un végétarien à une fête aux betteraves et dès qu'il présente lui-même, ils commencent déjà à le moquer. Quand il s'assoit, Cilia commence le cours et demande aux étudiants de noter les problèmes, bien qu'elle dise à Rio de prendre ces choses faciles. Après la fin des cours, Rio se dirige vers le laboratoire de Celia, mais quand il frappe à la porte, Celia ouvre brutalement la porte et lui dit de lire le signe « Ne pas déranger ». Cependant, une fois qu'elle réalise qu'il s'agit de Rio, elle l'accueille avec joie et il voit que son laboratoire ressemble à une zone bombardée par des scabies. En entrant, il commente qu'elle semble très jeune malgré le fait qu'elle soit professeure et Celia révèle qu'elle a en réalité le même âge que lui, principalement en raison de la surprise.
Après des civilités, elle lui assigne des problèmes mathématiques, dont Ryo résout sans difficulté. Impressionnée par ses compétences, elle révèle qu'il est aussi intelligent que Christina, la même folle qui l'avait frappé plus tôt. Ce que Cilia ne sait pas, c'est que les souvenirs de Ryo ont été fusionnés avec ceux de Haruto, qui était un étudiant universitaire dans sa vie précédente. Cilia lui demande où il a appris à faire des maths, et il ment en disant que sa mère était celle qui lui avait enseigné. Tandis qu'elle sert du thé, elle demande à Ryo s'il a eu des problèmes lors de sa première journée, mais il dit que tout s'est bien passé pour la plupart. Il lui demande ensuite de recommander des livres pour qu'il puisse pratiquer l'alphabet nouveau de ce monde. Durant la formation en combat, le professeur remarque que Ryo est assez bon et lui demande de frapper aussi fort qu'il peut. Comme Ryo se concentre, les souvenirs de Haruto de pratique de l'arts martiaux prennent le dessus et il attaque le professeur avec toute sa force. Ses compétences en swordplay sont si mauvaises que toute la classe s'arrête comme si c'était un événement en direct de Fortnite et après qu'il a surpris le professeur, il gagne son respect. Le vieil homme dit qu'il a le potentiel de devenir chevalier, mais quand Ryo dit qu'il n'a pas d'intérêt, toute la classe est surprise. Plus tard, pendant qu'il étudie pour les examens dans la bibliothèque, Celia lui dit de prendre son temps car il vient juste de rejoindre. Le jour de l'examen, tandis que les autres se battent avec les questions, Ryo écrit comme une machine. Quand il quitte la pièce, il voit les étudiants aller de leur côté, ce qui le ramène à un moment où une fille nommée Miharu a trahi Haruto. Il se souvient de son amie d'enfance, Miharu, avec qui il avait promis de se marier, mais quand ils sont arrivés à l'université, elle s'est trouvée un autre homme, ce qui a brisé son cœur. Alors que les souvenirs affluent, Ryo retourne dans sa chambre, triste par cette histoire tragique d'amour entre Miharu et Oruto. Cependant, il est frustré parce que cela ne devrait pas le concerner, car il est Ryo. Lorsque les résultats des tests arrivent, Ryo obtient la même note que Christina, la meilleure élève de leur classe, ce qui choque tout le monde. Christina, son Alphonse de 3e niveau, commence à l'accuser de tricher, mais Rohana et Christina l'engueulent pour avoir jeté des accusations sans preuve. Juste à ce moment, Celia elle-même arrive et dit à tous que Ryo a travaillé très dur, mais même Alphonse refuse de l'accepter. Plus tard dans son laboratoire, elle félicite Ryo pour avoir obtenu la meilleure note, mais elle est inquiète que les étudiants commencent des threads de haine sur Reddit contre lui. Ryo demande si elle a eu le même traitement quand elle était étudiante, et Cilia avoue que les nobles plus élevés lui causèrent un problème de temps en temps. Elle dit qu'elle avait des amis qui l'aidaient, et Ryo dit qu'il sera bien aussi parce qu'il a elle. Brosery's jeu est si fort qu'il fait rougir Cilia, mais elle est flattée de savoir qu'il la considère comme une amie plutôt qu'une professeure. Après un peu de moquerie, Ryo lui dit qu'il viendra la voir s'il a besoin d'une amie, ce qui la rend heureuse. Elle dit qu'il peut pleurer sur ses mamelles si besoin, et Ryo plaisante qu'il n'y a pas grand chose là-dessus. Es-tu sûr de ça? Ce qui la fait rire. 5 ans plus tard, pendant la formation en combat, le professeur révèle qu'un tournoi d'exposition est organisé et il a besoin des 3 meilleurs étudiants en tant que curateur. Il choisit Alphonse, Stuart et Ryo. Bien que la sélection de Ryo suscite des controverses, le professeur maintient sa position. Dans son laboratoire, Celia révèle qu'il peut être recruté par les chevaliers avant de se graduer s'il fait bien, mais il dit fermement qu'il n'est pas intéressé. Celia remarque ensuite qu'il est devenu plus grand que elle, mais il plaisante qu'elle est toujours une mauvaise. Elle lui demande ensuite ce qu'il prévoit de faire après la gradation, et Ryo dit qu'il songe à toucher un peu d'herbe. Réalisant qu'il pourrait quitter le pays, Celia lui propose un emploi dans son laboratoire en lui rappelant qu'il est vraiment bon pour le garder propre. Ryo dit qu'elle se mariera bientôt et ce ne serait pas une bonne idée d'avoir un communard dans son laboratoire. Celia dit qu'elle n'a pas l'intention de se marier dans un avenir proche, mais Ryo calme en disant que beaucoup seront intéressés parce qu'elle est une femme charmante, ce qui la fait rougir. Elle lui demande ensuite où il ira et il dit qu'il ira dans le pays de ses parents, Yagumo. Il se souvient de sa mère, lui, en parlant et de la promesse qu'elle avait faite de le y emmener quand il serait grand. Ancilia peut voir la douleur qu'il cache derrière son sourire maintenant qu'elle a. Quelques semaines plus tard, le tournoi commence et un chevalier nommé Alfred sert de juge. Quand Ryo est appelé à l'arène, il rencontre Valfan en chemin qui lui dit de ne pas se noyer ou leur classe entière sera ratioée. En entrant dans la zone, il est surpris de voir que son adversaire est Charles, le même type qu'il a torturé il y a 5 ans. Le match commence et malgré le fait qu'il combatte un guerrier expérimenté, Ryo reste debout, ce qui fait que Charles attaque de manière désespérée. Cependant, Ryo utilise cela à son avantage et le désarme, provoquant Alfred à déclarer Ryo vainqueur. Charles commence à chercher des excuses, mais Alfred lui dit de cesser d'être un lâche et d'accepter sa défaite comme un vrai homme. Ce soir-là, Charles se saoule avec son ami Ress, lui racontant que Ryo est le même gamin qui a été accusé d'enlèvement de princesse il y a 5 ans. Inconnu à lui, Ress est le même type mystérieux qui a éliminé le véritable enlaveur de la foule. Le lendemain, Celia attend avec impatience Ryo pour pouvoir le féliciter en personne.
Elle voit ensuite qu'il va au fond où une fille lui remet une lettre d'amour, ce qui fait que Cilia se sent blessée. Ce soir-là, elle passe en revue les plans post-graduation des étudiants, surprise de voir que Rio n'a rien écrit. Le lendemain, pendant la classe, Cilia demande aux étudiants de faire quelque chose de basique comme contrôler leur pouvoir magique, et Alphonse croit qu'elle le fait, surtout pour Rio étant donné qu'il est un communard. Elle gère cela calmement, demandant à Alphonse et à son ami Stuart de montrer leurs compétences. Une fois qu'ils l'ont fait, elle utilise la magie pour fermer les rideaux et excelle facilement. Après la classe, Stuart loue Celia pour son spectacle plus tôt et accuse ensuite Rio d'être un menteur devant elle pour le faire paraître mal. Cependant, Celia lui dit de ne pas jeter des accusations sans preuve, et Rio sort calmement sans dire quoi que ce soit, ce qui rend Flora triste. Christina lui dit de rester hors de ses affaires, mais Flora se sent encore mal parce qu'elle n'a même pas remercié Rio pour l'avoir sauvée. Plus tard, la classe se rassemble pour une pratique en plein air et Rona dit à Flora de ne pas s'inquiéter car tous les monstres plus forts ont déjà été appelés. Les étudiants sont ensuite informés qu'ils doivent traverser les montagnes en utilisant le chemin le plus court possible en évitant autant de monstres que possible. Rona argumente ensuite qu'ils n'ont peut-être pas assez de temps, mais Stuart et Alphonse utilisent leur lien avec l'armée pour marquer le chemin le plus sûr dans la région. Lorsque l'opération commence, Stuart charge Rio de transporter le bagage de tous et Rio obéit sans faire de scandale. Flora gentiment demande s'il veut de l'aide, mais il lui dit calmement de ne pas s'en faire. Elle se tourne ensuite vers Christina et lui dit que c'est du racisme flagrant contre Rio. Avant qu'il puisse faire quoi que ce soit à ce sujet, une horde de gobelins apparaît de nulle part. Alphonse, en tant que commandant, dit aux garçons de rester calmes et leur donne des instructions pour surmonter cet obstacle, ce qui leur permet de le surmonter avec facilité. Juste à ce moment, ils voient Rio regarder dans l'autre direction, ignorant que Rio a détecté une autre présence derrière eux. En observant de l'ombre, Ra se réalise que Rio est bien plus capable qu'il ne l'avait imaginé. En continuant, Alphonse confiant les guides hors des bois, mais il tombe sur un précipice qui n'est pas marqué sur la carte. Christina lui demande ce qu'il compte faire maintenant, mais avant qu'il puisse répondre, le groupe est attaqué par des orques. Quand les orques lancent des javelots sur eux, Stuart attrape un dans le lait et tombe dans Flora, la faisant tomber du précipice. Rio remarque cela et saute après elle, utilisant la magie pour la propulser de nouveau en haut, tandis qu'il tombe dans la forêt. Avant que les autres puissent vérifier sur lui, les orques augmentent leurs attaques, donc ils se mettent en formation pour se défendre. Avec l'aide de Christina et des autres, l'équipe parvient à éliminer les orques et Rio qui est dans la forêt. Voici leurs acclamations depuis le sommet. Malgré le fait qu'il atterrisse comme un super Saiyan vétéran, Rio ne comprend pas ses propres pouvoirs magiques et s'inquiète que les autres soupçonnent qu'il soit sorti indemne. En même temps, les étudiants commencent à discuter de la façon dont Flora a été jetée du précipice et Stuart, ne voulant pas prendre la responsabilité, déverse toutes les accusations sur Rio. Alphonse ajoute qu'il doit avoir sauté parce qu'il ne voulait pas vivre avec le crime d'avoir presque éliminé la princesse, mais Flora essaie de prétendre que rien de tel ne s'est produit. Finalement, il décide de laisser tomber et de continuer, mais Flora ne veut pas laisser Rio derrière. Elle jure de l'aider, même si cela signifie qu'elle sera laissée derrière. Mais Christina et Rohanna essaient de lui faire prendre du recul. Juste à ce moment, un Minotaure costaud apparaît et même le Thunderball de Christina ne peut pas lui causer de dommages. Alphonse suggère d'utiliser une lance glaciale, mais quand même cela échoue, il dit à l'équipe de Ski Lidl pour s'enfuir. Christina et Rona partent parce qu'elles supposent que Flora s'est déjà enfuie, sans savoir qu'elle est retournée dans la forêt pour soigner ceux qui étaient blessés. Juste à ce moment, elle entend le Minotaure s'approcher d'elle et se prépare à être frappée, mais Rio apparaît soudainement et sectionne la main du Minotaure. Flora quickement traîne l'étudiant blessé loin et Rio dévie l'attaque du Minotaure comme s'il était un vétéran Sakeru. Finalement, il trouve une ouverture et abat le monstre, mais quand les autres arrivent, il décide de simplement s'enfuir avant que quiconque ne le voie. En même temps, Reiss remarque sa capacité à utiliser les arts esprits et réalise que Rio vient de la région Yaguma. À l'académie, Celia est sur le point d'entrer dans le bureau du principal lorsqu'elle entend quelqu'un parler de Rio. Il dit que Rio est parti et même si Flora s'occupe de lui, ils ne peuvent pas laisser la faute tomber sur Stuart parce que cela ternirait son nom familial. Ainsi, ils décident de peindre Rio comme le coupable et demandent au duc Huguenot de s'en occuper. Ce soir-là, Rio glisse dans la laboratoire de Celia et elle l'embrasse immédiatement, expliquant qu'elle était inquiète. Plus tard, elle lui dit qu'il a été accusé d'un faux délit, mais Rio accepte calmement parce qu'il sait que seules les personnes en pouvoir décident de ce qui est juste ou injuste. Il remercie ensuite Celia pour tout ce qu'elle a fait pour lui au cours des dernières années, et c'est pourquoi il est venu ici pour dire au revoir. Il promet de lui écrire des lettres sous un pseudonyme, et quand elle demande quel est celui-ci, il révèle qu'il sera Haruto. Elle lui demande ensuite si elle le reverra un jour, et Rio promet qu'ils se rencontreront à l'avenir. Après un câlin chaleureux, elle l'envoie avec un sourire. Mais dès qu'il part, Cilia fond en larmes.
Elle se souvient de toutes les bonnes fois qu'elles ont passées ensemble, de la première fois qu'elles se sont rencontrées jusqu'à devenir amies. Après que Ryo parte, Huguenot visite les cellules et demande à l'une de ses assassines, Latifa, de trouver et d'éliminer Ryo en utilisant l'odeur sur sa tenue. Au cours des jours suivants, Ryo Naruto court à travers la forêt, évitant les monstres et suivant la carte jusqu'à atteindre le royaume voisin de Gelark. À la porte principale, il remarque un tableau de Wanted Men et décide de garder la tête basse, sans savoir que Latifa le suit. En passant par la ville animée, il tombe sur une boutique vendant du spaghetti et apprend que le gouverneur Lislot a eu cette idée. Ryo commande une assiette pour lui-même et le goût le ramène à Haruto, ce qui le fait se demander si Lislot vient du même monde que Haruto. Une fois terminé, il demande au marchand où il peut en obtenir davantage et l'homme lui indique la gilde marchande Rika. Une fois là-bas, il voit des gens manger menju, qui est un autre plat de Haruto. En entrant, il est accueilli par un ouvrier nommé Lot qui le fait visiter le lieu, lui montrant tous les types de nourriture qu'il n'a jamais vus auparavant. Plus tard, lorsqu'il est servi du thé noir, il est rappelé de toutes les fois qu'il partageait ce dernier avec Celia. Il demande ensuite à Lot si elle utilise des feuilles de lit et elle répond oui, révélant qu'ils fournissent à leurs clients les produits de la meilleure qualité pour garantir plus de ventes. Plus tard, lorsque Leto range ses affaires, Ryo laisse une lettre pour Celia, lui disant qu'il ne pourra pas écrire pendant un certain temps, mais qu'il est en sécurité. Après qu'il part, l'assistant de Lot malencontreusement l'appelle par son vrai nom, Liselot, mais elle le corrige rapidement en lui rappelant qu'elle est sous un masque. Avec cela, Ryo continue avec Lot de nourriture quand il tombe sur une fille inconsciente dans la forêt. Il s'arrête pour voir ce qu'elle fait, mais elle se révèle être Latifa qui essaie de l'embouche. Il réussit à éviter ses attaques, mais est injecté d'une fléchette empoisonnée, ce qui floute sa vision. Reconnaissant qu'elle est une fille bestiale, il utilise la magie de guérison pour arrêter l'empoisonnement afin de pouvoir combattre à plein régime. Lorsque le combat commence, Ryo réalise qu'elle est super rapide, même sans améliorer son corps, ce qui signifie qu'un simple faux mouvement et il est cuistot. Les deux continuent à échanger des coups jusqu'à ce que Ryo remarque qu'elle est trop concentrée sur ses couteaux. Cela lui donne l'opportunité d'attaquer ses points faibles et il finit par la désarmer et la coincer au sol. Supposant qu'elle est sur le point de mourir, Latifa commence à crier pour sa mère, donc Ryo utilise la magie pour la mettre au sommeil avant qu'elle attire quelqu'un. Il voit ensuite un collier de soumission autour de son cou et réalise qu'elle est forcée à faire cela contre sa volonté. En utilisant un sort qu'il a lu dans un livre, Ryo brise le collier et reçoit soudainement un flashback de Haruto voyant une petite fille dans le même bus qui a pris sa vie. Il apparaît que cette fille s'est réveillée dans le corps de Latifa qui était une esclave jeune de Stuart et de sa famille. Pour la faire soumettre, il lui a mis un collier autour du cou qui la stranglerait chaque fois qu'elle refuserait de suivre l'un de ses ordres. Une fois qu'elle se réveille, Ryo Calme dit qu'il pourrait avoir à prendre sa vie si elle le combat à nouveau. Touchée par Plist, Latifa devient immédiatement soumise et accepte de cesser. Ryo montre ensuite le collier cassé et une fois qu'elle réalise qu'il est hors de son cou, elle se met à pleurer complètement. Après qu'elle a fini, Ryo doucement demande qui lui a donné l'ordre et elle hésite à dire qu'elle ne sait pas le nom de son maître. Ce qu'elle sait, c'est le nom de la personne qui l'a torturée et formée et elle lui dit qu'il s'agit de Stuart. Ryo finit par relier les points que cette maison a envoyé un assassin après lui pour sauver l'image de leur fils, donc il lui demande fermement à Latifa si elle prévoit toujours d'attaquer. Quand elle dit non, Ryo lui dit qu'elle est libre de partir et que ses équipements sont juste derrière elle. Comme les filles bestiales sont généralement esclaves dans le royaume, il l'encourage à aller vers l'ouest, dans un pays où les humains et les demi-humains vivent en harmonie. Ryo continue ensuite sa route mais réalise que Latifa le suit. Il demande pourquoi elle est toujours là et elle exprime son désir de le suivre. Ryo dit fermement qu'il n'a pas cassé ce collier pour la libérer ou la capturer mais parce qu'il ne voulait pas prendre sa vie. Latifa, qui a été emprisonnée toute sa vie, ne sait pas où aller ni quoi faire. Toutefois, Ryo rappelle qu'elle a essayé de lui prendre la vie plus tôt, et il ne peut pas garantir qu'elle ne le fera pas à nouveau. Latifa est si désespérée qu'elle lui donne le collier, demandant qu'il le place autour de son cou pour s'assurer qu'elle ne l'attaquera plus jamais. Voyant son état, Ryo est touché, donc il accepte de la laisser le suivre. Peu après, ils prennent une pause pour se nourrir et Ryo lui prépare un sandwich au fromage de légumes qu'elle dévore avec des larmes dans les yeux. Elle lui dit qu'elle n'a mangé que de la nourriture pour animaux jusqu'à présent et Ryo la console promettant qu'il ne la traitera pas ainsi. Ils continuent ensuite leur voyage et atteignent la steppe sauvage. Une fois que Ryo remarque que Latifa est fatiguée, il décide d'établir un camp car ils sont déjà de l'autre côté de la frontière. Ce soir-là, Cilia reçoit une lettre de Ryo et après l'avoir lue, elle espère qu'où qu'il soit, il est en sécurité.
En même temps, Rio décide de préparer des spaghettis pour le dîner et Latifa s'enthousiasme en voyant cela. Il se demande comment elle connaît les spaghettis, mais quand Latifa ne peut pas répondre correctement, il soupçonne qu'elle pourrait avoir des souvenirs d'un autre monde, comme lui. Ce soir-là, Latifa commence à murmurer dans son sommeil qu'elle veut retourner à Tokyo, ce qui confirme les soupçons de Rio. Le lendemain matin, Latifa se réveille avant Rio et réalise qu'il ressemble beaucoup à l'enfant qu'elle avait vu sur le bus avant qu'il ne s'accidente. Lorsque Rio se réveille, elle lui demande s'il peut l'appeler Onichan et Rio dit qu'il ne s'en formalise pas. Il se remémore combien elle était jeune lorsqu'elle est morte et a été esclave dans ce monde, alors il prend sur lui de calmer son cœur. Et ainsi, le duo continue de traverser presque tous les biomes de Minecraft tout en renforçant leurs liens chaque jour. Proches de leur destination, ils établissent un autre camp dans la forêt. Et lorsque Latifa commence à avoir des cauchemars à nouveau, Rio utilise la magie pour la calmer. Quand il remarque quelqu'un dehors, il sort du temps pour trouver un loup dehors. À ce moment-là, il est flash-bangé et attaqué par 4 demi-humains. Alors il utilise sa magie pour se défendre, les appelant demi-humains. Il demande qu'il vient en paix et veut discuter. Bien qu'il ne lui fasse pas confiance, ils finissent de par accepter sa proposition car ils sont plus nombreux. Pendant ce temps, Orphia et Alma partent enquêter sur la zone, tandis que Sarah et Uzuma restent derrière pour discuter avec lui. Sarah s'approche de lui et commence par lui dire qu'il est raciste de les appeler demi-humains, alors il s'excuse avant qu'elle ne le bloque sur Twitter. En présentant ses coordonnées, Orphia et Alma voient Latifa dans sa tente et révèlent qu'il l'a endormie grâce à des arts spirituels. Sans réfléchir, Uzuma s'approche et le renverse, accusant qu'il a abusé d'une de leurs espèces. Alors qu'elle continue d'attaquer, Rio demande pourquoi ils sont si agressifs et Sarah explique qu'il est suspecté d'enlèvement. Il essaie d'expliquer qu'elle est ici par choix, mais Uzuma refuse de lui faire confiance et continue d'attaquer. Finalement, le jeu des chiffres entre en jeu et les demi-humains réussissent à le mettre hors combat. Après avoir mis son téléphone en mode avion, Rio se retrouve flottant dans une eau infinie et la fille spirituelle de Pluto apparaît devant lui. Il lui demande qui elle est, mais elle dit qu'elle ne le sait pas. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle est liée à Haruto. Après avoir dit au revoir, Rio voit Miharu devant lui et se réveille. Disant son nom, il se retrouve attaché sur un lit et Latifa court immédiatement vers lui, sautant dessus et pleurant parce qu'elle pensait qu'il était mort. À ce moment-là, les demi-humains précédents entrent dans la pièce avec un air de regret et ils sont rejoints par une personne plus âgée qui s'excuse auprès de Rio à leur place. Quand Latifa dit qu'elle ne les pardonnera pas facilement, toutes les filles s'agenouillent pour s'excuser à nouveau et Rio les pardonne parce que c'était une simple malentendue. Alors que Orphea a des lycéliens, la femme plus âgée dit qu'il recevra une excuse formelle des anciens demain, et jusqu'à ce moment, il peut utiliser cette chambre pour se reposer. Le lendemain, Rio suit la femme jusqu'à l'arbre qui soutient toute leur civilisation et elle lui montre un autre arbre, l'arbre du monde qui contient l'esprit de Dryas. Elle lui demande ensuite s'il a eu un maître des arts spirituels, mais il dit qu'il l'a appris de vous deux. Après cela, elle le conduit à la réunion du conseil où la plus ancienne demi-humaine, Saldora, l'accueille. La femme qui l'a suivie est Ursula et le clone déprimé de Gandalf et Dominique. Alors que Rio se lève pour présenter ses coordonnées, Sildora et les autres baissent la tête et offrent une excuse formelle pour les problèmes qu'il a rencontrés plus tôt. Ils veulent également lui donner quelque chose pour montrer leur gratitude, mais comme ils ne savent pas ce qu'il veut, ils lui demandent de faire un vœu. Rio demande calmement qu'ils prennent soin de Latifa et Ursula révèle qu'ils avaient reprévu de le faire de toute façon. Comme Latifa est attachée à eux, elle demande également qu'ils restent un peu dans leur village pour qu'elle s'y habitue. Rio accepte de rester et même demande qu'on lui assigne un maître pour qu'il puisse apprendre davantage d'art spirituel. Juste à ce moment, une fille aux cheveux verts apparaît dans la pièce et Ursula l'adresse comme Dame Dryas. Dryas prend immédiatement goût à Rio, remarquant qu'il a un esprit faible dans son corps. Elle lui demande s'il a conclu un pacte avec cet esprit et Rio dit qu'il ne sait pas. Cependant, lorsqu'il apprend que la capacité d'un humain à utiliser la magie est grandement limitée par un pacte, il commence à penser qu'il pourrait avoir conclu un sans le savoir. Dryas demande s'il peut entrer et lorsque Rio dit oui, elle caresse doucement son visage, faisant sortir son cornichon. Dryas révèle qu'elle a un esprit très rare dans sa forme humaine et ceux qui peuvent prendre la forme d'un humain sont parmi les plus forts. Elle ajoute qu'il y avait 6 de ces esprits auparavant, mais ils ont tous disparu après la guerre des démons divins il y a 1000 ans. Rio se tourne vers les anciens et demande si cela change quelque chose, et ils disent qu'ils pourraient devoir le traiter comme un saint, comme ils le font pour Dame Dryas. Après la réunion, Rio est emmené dans sa nouvelle maison au village, et Latifa le montre autour comme s'il s'agissait d'un hôtel de 5 étoiles. Pendant qu'ils mangent, ils apprennent que la nourriture qu'ils mangent est cultivée dans la région de Yagumo.
Après avoir terminé de manger, Sarah révèle qu'elle, Orphia et Alma ont été instruites pour vivre ici et le servir. À ce moment-là, Ursula arrive pour demander son autorisation, mais il s'inquiète que les autres ne soient pas contents de voir qu'ils vivent avec un humain. Cependant, Ursula croit que si les autres voient Rio vivre paisiblement avec leur espèce, ils accepteront plus rapidement. De plus, si Latifa vit sous le même toit que les autres de sa race, cela sera plus facile pour elle de rester une fois qu'il prévoit de partir. Rio accepte de les laisser rester et demande qu'on arrête de l'appeler monsieur, donc il décide de l'appeler maître au lieu de ça. Après cela, les filles lui montrent autour du lieu et après un an entier, il devient un membre bien accepté de leur communauté. En même temps, Rice arrive dans un désert avec son subordonné et lui demande de garder une grotte pendant qu'il récupère quelque chose de précieux à l'intérieur. Bientôt après, Race revient avec un gros œuf et le remet à son subordonné, lui disant qu'il aidera à augmenter la force militaire. Tandis qu'ils montent en griffon vers leur maison, Race remarque un groupe de wyverns les suivant avec un sourire. Plus tard, tout le monde se rassemble devant l'arbre pour célébrer le premier anniversaire de Rio dans ce village et pour regarder Dame Dryas, lui et Latifa donner un baiser de bénédiction. Après la cérémonie, le village organise une fête la nuit et Rio se retrouve coincé entre les filles. Sarah et Orphia sont toutes les deux bourrées de bière, donc elles commencent à se comporter de manière trop tactile avec Rio, ce qui rend Latifa jalouse. Bientôt après, Ulmar arrive et leur dit de ne pas déranger Rio, mais elles argumentent qu'elles veulent être plus proches de lui. Elles ajoutent que même si Latifa les traite comme de la famille, lui-même ne s'est pas encore entièrement accepté, reconnaissant qu'ils se sentent laissés de côté. Rio promet de les traiter mieux, ce qui les rend toutes heureuses. Après qu'ils aient quitté pour boire encore plus, Ursula arrive et remarque que Latifa semble très heureuse ici. Rio dit qu'il est préférable qu'ils lui disent maintenant parce qu'il doit partir bientôt, mais cela pourrait effacer son sourire. Près d'eux, Rice et son subordonné décident d'établir un camp, et Rice décide d'enquêter sur la zone. Avant de partir, il donne un pilule rouge au type et lui demande de la avaler, disant qu'elle lui permettra de localiser sa position en cas de problème. Après cela, il monte en griffon et voit que les wyverns suivent toujours, ce qui fait partie de son plan. Pendant ce temps, Rio emmène Latifa faire une promenade et lui demande si elle aime vivre ici. Quand Latifa dit oui, il reste silencieux un moment, mais ensuite il lui dit qu'il doit partir du village. Quand elle entend cela avec émotion, il explique que son véritable objectif était toujours de l'Est. Latifa veut venir avec lui, mais il dit non parce qu'il n'a jamais été là-bas et que cela pourrait être trop dangereux. Empli d'émotion, Latifa s'enfuit, laissant Rio se demander s'il a pris la bonne décision. Pendant ce temps, Dame Dryas remarque une présence étrange dans le barrière et informe les anciens qui organisent rapidement une réunion pour discuter de la menace approchant. Quand ils envoient Sarah et les filles repérer l'avant, Race retourne à la grotte des Wyverns remplie d'œufs, tandis que les Wyverns poursuivent celui qu'il a laissé dans la forêt. Pendant qu'ils volaient les œufs un après l'autre, Sarah et son escouade survolent le lac et voient Race et son subordonné avec un griffon. Avant de poser, Sarah leur demande de ne pas initier de combat, mais le type coupe immédiatement la corde du griffon et tente de s'échapper, laissant Sarah et ses compagnes sans autre choix. Tandis que le griffon se dirige vers le village, elle décide de le suivre seulement pour être interrompue par les Wyverns. Les filles comprennent rapidement que les Wyverns cherchent leur œuf volé, donc Sarah commande à ses compagnes de l'arrêter avant que le village ne soit endommagé. Pendant ce temps, dès que Race termine de piller la grotte, il ingère une autre pilule rouge, ce qui termine son subordonné. Quand il tombe du griffon, l'œuf atterrit dans la forêt, juste à côté de Latifa pour des raisons de scénario. À ce moment-là, le chef Wyvern arrive et suppose qu'elle est celle qui a brisé l'œuf. Au village, Rio apprend que la cérémonie est annulée en raison d'une attaque de Wyvern, donc il court immédiatement dans la forêt pour vérifier si Latifa va bien. Quand Latifa est frappée par le Wyvern, Alma arrive rapidement et utilise sa magie pour détourner les attaques. Quand elle tente d'affronter le Wyvern en face, elle réalise qu'elle n'est pas assez forte et se cache. Cependant, Latifa apprend que le village est en danger, donc elle devient appât pour le Wyvern pour le distraire des gens. Bientôt après, Rio arrive aussi et elle s'excuse pour avoir filé comme ça. Avec le boss final présent, le combat devient relativement facile lorsque Rio bat le Wyvern à main nue. En dernier recours, le Wyvern tente de lancer une boule de feu vers le village, mais Rio fait exploser sa propre boule de feu contre celle du Wyvern et force l'explosion à se produire dans la bouche du Wyvern, ce qui cause sa mort. Une fois que le chef tombe, les autres Wyverns fuient et Rio est bientôt rejoint par les autres filles. Alma leur dit que Rio a battu le Wyvern tout seul, mais le homme agit comme si c'était une journée ordinaire pour lui.
Sarah révèle ensuite que les Wyverns sont des créatures intelligentes qui ne combattront pas quelqu'un qu'ils ne peuvent pas vaincre. Et puisque Rio a abattu leur chef, ils ont décidé de partir. Le lendemain, Latifah s'excuse pour son comportement la veille, révélant qu'elle savait déjà qu'il devrait partir un jour. Elle pense aussi qu'elle est une perturbation pour Rio, ce qui est pourquoi il veut partir. Après que Rio l'ait rassuré qu'il n'est pas le cas, elle l'enlace fort et dit qu'elle veut être sa petite sœur pour toujours. Même quand ils ne sont pas ensemble, il lui dit qu'il va à Yagumo parce que c'est là que viennent ses parents et il pourrait y trouver plus de sa famille. Enfin, Latifah décide de lui dire qu'elle est morte une fois auparavant et a été réincarnée dans ce monde. Mais elle est surprise d'apprendre que Rio est la même que lui. Il ne lui avait pas dit auparavant, mais son état mental n'était pas très stable lorsqu'ils se sont rencontrés, et aussi parce qu'il ne voulait pas avoir des regrets concernant sa vie précédente. Latifah demande s'il pense encore à Japon et Rio admet qu'il le fait, mais il a décidé depuis longtemps de faire comme si Haruto et Litas Rio n'existaient pas dans ce monde. C'est pourquoi il veut visiter Yagumo demain. Rio décide de quitter le village et les anciens se rassemblent pour lui dire au revoir. Dominique lui donne une épée de mithril et un armure solide comme cadeau de départ, et Ursula lui fournit de la médecine elfique. Bien que les créatures bestiales lui fournissent beaucoup de nourriture et de boissons, Rio réalise qu'il ne peut pas porter tout cela. Donc Soldor lui donne une cage temporelle spatiale, un objet magique qui fonctionne comme un inventaire de jeux vidéo. Après avoir dit au revoir, Rio finalement s'envole, laissant Latifah en larmes. Retour à l'atelier de Celia, elle réalise qu'elle n'a pas reçu de lettre de Rio et se demande si tout va bien. Sans le savoir, Rio est déjà arrivé à Yagumo. 2 semaines plus tard, Rio continue de chercher des indices concernant ses parents, et même s'il n'a pas eu de chance jusqu'à présent, il sait qu'il est ici, car tout le monde a des cheveux foncés ici. Bientôt après, Rio trouve 2 Shoti, Sayo et Ruri travaillant dans les champs et lui demande de les emmener voir le chef du village. Ruri révèle que sa grand-mère est la chef, donc elle l'emmène immédiatement chez elle. Une fois là-bas, Rio se présente et révèle qu'il est venu de nombreux lieux pour arriver ici. La vieille femme se présente comme Yuba et demande pourquoi il est là, et il dit qu'il cherche quelqu'un qui vivait ici autrefois. Yuba l'invite à entrer et il lui dit que ses parents vivaient ici environ il y a 15 ans. Rio dit alors leurs noms, Zen et Ayame. Mais avant qu'ils puissent parler davantage, Yuba envoie les filles loin parce qu'elle ne veut pas qu'elles fouinent dans ses affaires familiales. Après cela, il révèle que son père est mort, même avant qu'il ne puisse le connaître, donc il a vécu avec sa mère jusqu'à ce qu'elle meure aussi. Rio dit qu'il est venu ici pour pouvoir faire des tombes pour ses parents et honorer leur mémoire avec un monument approprié. Yuba révèle ensuite qu'elle était la mère de Zen, ce qui signifie qu'elle est la grand-mère de Rio. Elle révèle ensuite qu'elle a déjà fait des tombes pour ses 2 parents et les emmène pour qu'ils puissent rendre hommage à leur mémoire. Elle révèle aussi qu'ils ont dû quitter Yagumo pour une raison urgente, et ceux qui savaient qu'ils ne reviendraient jamais ont fait des tombes pour les souvenirs. Rio demande si elle est confortable à partager leurs raisons, mais Yuba lui dit qu'elle le fera quand le moment sera venu. Elle lui demande ensuite de vivre avec elle, rappelant qu'il est son petit-fils et qu'elle veut le surveiller. Elle révèle ensuite qu'elle vit avec Ruri, qui est la fille du frère aîné de Zen, ce qui la rend la cousine de Rio. Elle lui demande ensuite de rester avec eux à nouveau et promet qu'elle ne dira rien à personne sur ses parents, du moins pour le moment. Après que Yuba parte, Rio reste un peu avant de se joindre à elle et à Ruri pour le dîner. Le lendemain, Rio se réveille de tôt pour préparer leur petit déjeuner, mais est distrait quand Ruri arrive en train de se comporter comme une Twitch tot. Cependant, une fois qu'elle réalise qu'ils ont un invité, elle panique et court dans sa chambre pour changer. Plus tard, Rio décide de préparer du bouillon de miso pour tout le monde. Pendant ce processus, il apprend que Yuba et Ruri savent utiliser des arts spirituels. Il est surpris ensuite par le fait qu'il utilise ses propres arts spirituels pour faire bouillir l'eau, ce qui est quelque chose que même Yuba ne peut pas faire. Bientôt après, les amis de Ruri, Chin et Sayo arrivent et après les présentations, ils plongent dans la délicieuse soupe de miso qu'ils ont préparée. Après qu'ils aient fini, Yuba demande à Shin de ramener Rio chez Dola parce qu'il pourrait vouloir devenir chasseur. Shin s'inquiète que Rio ne soit pas adapté pour un travail car il est construit comme un homme court et mince, mais Yuba assure qu'il est plus capable qu'il ne le paraît. Pour tester ses compétences, Shin accepte de le prendre, mais après qu'il parte, Ruri remarque que Sayo commence à avoir des pensées pour lui. Pendant ce temps, les garçons rencontrent Dola pour chasser et Rio excelle bien plus que Shin, ce qui le désole. Sur le chemin du retour, Rio réalise qu'il est tout sale après avoir chassé, donc il tire littéralement une source chaude de partout. Après avoir relaxé dans l'eau chaude, il sort de la baignoire pour trouver Ruri et Sayo dehors, qui sont impressionnés par tout ce qu'il peut faire avec ses armes spirituelles.
Juste à ce moment-là, Ruri sent une odeur fraîche sur Ryo et même pousse Sayo contre lui pour pouvoir sentir aussi. Ryo révèle que c'est l'odeur de savon, ce qui les impressionne encore plus. Quand Shin et ses amis arrivent, elle leur dit que Ryo a fait une baignoire avec ses arts spirituels. Mais Shin lui tourne le dos car il est déjà en train de surpasser tout le monde. Ruri lui reproche de son attitude et même sa propre sœur Sagyo ne supporte pas la façon dont il traite Ryo, ce qui l'exaspère encore plus. Au fil des jours, Ryo devient un eye candy pour les filles pour son aide sur les champs et Sagyo développe une admiration pour lui. Après une récolte abondante, Yuba lui dit qu'ils vendront leur riz supplémentaire à la capitale royale et elle veut qu'ils gardent leur équipe de transport. En même temps, chez Yuba, Shin et ses amis entrent en conflit avec un homme nommé Gan qui a envahi leur maison sans permission. Quand Gan essaie de soulever Sayo et Ruri dans les bains, Shin prépare à se battre, mais Ruri lui dit de ne pas le faire car Gon est le fils du chef du village voisin. Elle lui demande ensuite pourquoi il est là et il explique qu'il doit passer la nuit ici car son chariot est cassé et il faudra du temps pour le réparer. Quand elle lui dit de se rendre au guest house, Gon lui dit qu'il sera son mari de toute façon, donc cela ne changera pas grand chose s'il volait sa carte de crédit tôt. Hearing this, Shin perd son calme et attaque Gon, mais le homme bloque facilement et commence à le stranguler. Juste à ce moment-là, Yuba arrive et ordonne à Gon de laisser Shin partir. Après cela, elle lui reproche de s'être trop approché et lui dit d'utiliser le guest house à l'extrémité du village pour la nuit. Quand Gon et ses hommes marchent tranquillement, ils croisent le regard de Ryo. Gon essaie de donner un coup de pied à Ryo, mais finit par trébucher, donc il marche honteusement. Après qu'ils soient partis, Yuba demande à tout le monde de retourner chez eux et interdit à chacun de sortir jusqu'à ce que Gan et ses hommes partent. Ce soir-là, Ryo donne aux filles un amulette protecteur rouge et leur demande de le placer quelque part dans la chambre. Pendant ce temps, Gan et ses hommes dorment dans leur guest house et ils planifient certainement quelque chose de malveillant. Le lendemain, un inspecteur fiscal, Hayate, arrive dans le village et Yuba et Ryo l'accueillent dans la maison, lui offrant un bon repas. Ce soir-là, Ryo pratique ses compétences de sabre à l'extérieur quand il remarque que les filles le regardent en secret. Quand elles se joignent à lui, elles demandent pourquoi il pratique l'art martial et cela le mène à un souvenir de Haruto promettant de protéger Miharu quand il était jeune. Il leur dit qu'il avait un crush quand il était jeune et qu'il a appris l'art martial pour la protéger, mais ils ne sont plus en contact et elle a trouvé un autre amoureux. Ce soir-là, pendant que les filles dorment, Gon s'introduit dans leur chambre, mais l'amulette rouge que Ryo leur a donnée commence à briller. Avant que Gon puisse poignarder Ryo avec son saucisson, Ryo apparaît et attrape Gon en flagrant délit. Le voir dans cet état lui rappelle l'homme qui a assassiné sa mère. Alors Ryo oublie toute courtoisie et le tabasse sans pitié. Heureusement, Hayate et ses hommes arrivent juste à temps pour l'empêcher de mettre fin à la vie de Gon. Pendant que Sage soigne Gon, il ordonne à ses hommes de prévenir le royaume pour que Gon soit puni comme il se doit pour ses crimes. Pendant ce temps, Ryo s'éloigne pour prendre l'air, méditant sur le fait qu'il a failli ôter une vie, ce qui le rend semblable à l'assassin de sa mère. Le lendemain, Hayate informe les filles que Gon a été arrêté et elle remercie Ryo de les avoir sauvés. Cependant, Ryo pense leur avoir causé beaucoup d'ennuis et s'excuse et Yuba commente vaguement qu'il ressemble à quelqu'un qu'elle a connu, ce qui éveille la curiosité de Ruri. Quelques jours plus tard, alors que le village s'apprête à transporter le riz, Yuba remercie Hayate non seulement d'avoir emprisonné Gon, mais aussi d'avoir protégé leur convoi. Hayate lui dit de ne pas le mentionner car il est le serviteur du royaume et c'est son devoir. Elle lui tend ensuite une lettre et lui demande de la remettre à son père, Lord Guki. Hayate promet de la livrer dès son retour à la capitale. Le convoi part avec l'équipe de Hayate, mais une fois qu'ils se séparent, Ryo, Shin et Sayo sont chargés de le protéger. Plusieurs jours plus tard, ils arrivent à la capitale royale de Karasuki et s'installent dans un hôtel. Après s'être installés, Dola demande à Ryo et Shin de l'accompagner. Ensemble, ils s'assurent que Gan et son groupe arrivent au tôt à la nouvelle prison. Cependant, Shin n'est pas content car il veut briser le crâne de Gon avec un marteau. Plus tard, ils se rendent dans un shokudo où Dola leur offre du kamutan. Ensuite, Shin laisse enfin tomber son air de dur à cuire et remercie Ryo d'avoir sauvé sa sœur, mais Ryo lui dit de ne pas le mentionner. Le lendemain, Ryo et Sayo se rendent au marché pour faire quelques emplettes, et sur le chemin du retour, il lui demande si elle aimerait du kamutan. Il lui dit aussi que Shin voulait lui en offrir pour qu'elle puisse en manger et lui en préparer à la maison. Peu après, il s'arrête à un stand de bijoux où la dame demande à Ryo d'acheter quelque chose pour sa jolie petite amie. Sayo lui dit rapidement qu'ils ne sont pas ensemble, mais Ryo lui suggère de prendre quelque chose pour elle-même. Malgré son hésitation initiale, Sayo parcourt le stock et trouve une jolie épingle à cheveux. Elle l'essaie et l'adore absolument, mais quand elle apprend que c'est une pièce chère, elle dit à Ryo de ne pas l'acheter. Cependant, Ryo est un charmeur né et le lui achète quand même. Alors qu'ils rentrent, ils aperçoivent du chaos dans la foule et voient un homme tenter d'enlever une fille nommée Komomo. Il intervient rapidement, sauve la jeune fille et la confie à son garde.
Quand d'autres gardes arrivent sur les lieux, Ryo prend la main de Sayo, lui disant qu'il est temps de filer. Plus tard, Lord Goki informe Hayate que quelqu'un a tenté d'enlever Komomo et qu'elle a été sauvée par un jeune homme courageux. Dayat demande qui est cet homme, mais Lord Goki lui dit que le garçon a disparu avant l'arrivée des gardes. Il lui remet ensuite la lettre que Lady Yuba lui a confiée et l'informe qu'elle est de la plus haute importance. En lisant la lettre, Lord Goki est secoué et demande à Hayate s'il a rencontré quelqu'un nommé Ryo. Pendant ce temps, Ryo et Sayo reviennent avec les provisions et Sayo dit à Shin qu'elle a enfin goûté le Kenyuton, alors elle fera de son mieux pour le recréer une fois rentrée à la maison. Quand on l'interroge sur l'épingle à cheveux, Sayo commence à rougir, faisant comprendre à tout le monde qu'elle va être la cible de plaisanteries ce soir. C'est alors que Hayate apparaît à la porte et ils tiennent une réunion avec son père, Lord Goki, et sa femme Kayoko. Il révèle qu'ils étaient tous deux les serviteurs de sa mère, Ayame, et qu'elle était en fait issue de la famille royale de Karazuki, ce qui choque Ryo. Il y a 20 ans, le royaume de Karazuki était en guerre avec le royaume de Rokirin, et Zen, le père de Ryo, s'est porté volontaire pour être soldat. Il avait un don naturel pour les arts spirituels et les arts martiaux, et grâce à son talent, il a obtenu le rang de noble guerrier. Pendant cette période, Lord Goki a mis ses compétences à l'épreuve, et après avoir réalisé qu'il était vraiment capable, il a recommandé que Zen devienne un garde de la famille royale. Il a été désigné comme garde personnel d'Ayame, et peu après, elle a déjà commencé à l'apprécier. Une réunion de trêve a été organisée pour mettre fin à la guerre, mais le prince venu en ambassadeur a commencé à apprécier Ayame. Cette nuit-là, il a envoyé ses hommes pour l'enlever pendant son sommeil, mais Zen était là pour la protéger et a battu ses hommes. Furieux, le prince a exigé qu'ils exécutent Zen et fassent d'Ayame sa femme, ou il annulerait la trêve. C'est pourquoi, avec le soutien de son père, Ayame a pris la décision de s'enfuir avec Zen. Lord Goki ajoute qu'il n'avait pas eu de leurs nouvelles pendant toutes ces années jusqu'à ce qu'il lise une lettre de Lady Yuba. Il est certain que Ryo est le fils d'Ayame, alors il lui demande de les rejoindre au château afin que le roi et la reine puissent rencontrer leur petit-fils. Le lendemain, Ryo rencontre enfin le roi Hamura et la reine Shizuku, et ils lui disent de laisser tomber les formalités. Alors qu'il s'installe, Shizuku l'interroge sur ses parents et il leur dit audacieusement qu'ils sont morts depuis longtemps. Hamura demande des détails, alors Ryo leur dit que son père est mort avant qu'il ne le connaisse et qu'il a vécu heureux avec sa mère jusqu'à l'âge de 5 ans. Puis elle est morte aussi et il est seul depuis lors. Il dit que la cause de sa mort est brutale, mais ils insistent pour qu'il leur raconte comment cela s'est passé. Il révèle finalement qu'elle a été assassinée devant lui par un homme nommé Lucius qui travaillait autrefois aux côtés de son père en tant qu'aventurier. Un jour, alors qu'Ayame était sorti, Lucius est entré chez eux et l'a forcé à boire un étrange liquide. Au retour d'Ayame, Ryo était à moitié inconscient et Lucius lui a ôté la vie devant lui. Après sa mort, Ryo a été abandonné dans les bidonvilles, il a donc vécu comme un orphelin pendant les 2 années suivantes. Puis un jour, il a sauvé une princesse et a été autorisé à fréquenter une prestigieuse académie de magie en récompense. Même s'il y était traité durement, il a trouvé quelqu'un qui a rendu les choses beaucoup plus faciles. Après 5 ans à l'académie, il est parti en voyage pour retourner dans sa patrie afin de tenir la promesse qu'il avait faite à sa mère. Ses grands-parents ont l'impression que leur fille les détestait. Ils sont donc soulagés d'apprendre qu'elle les considère toujours comme sa famille. Omura interroge ensuite Ryo sur l'homme qui a assassiné Ayame et il dit qu'il ne lui pardonnera jamais. Il dit que la vengeance est la seule chose qui le motive et même si Omura comprend, il lui demande d'être prudent car la vengeance mène souvent à la misère. Après cela, Omura lui demande de faire un duel avec Lord Goki car il est le guerrier le plus fort du royaume. Son raisonnement est que Lucius pourrait aussi avoir mis fin à la vie de Zen, donc s'il cherche à le combattre, il doit être assez fort pour au moins tenir tête à Lord Goki. Alors qu'il se dirige vers le terrain d'entraînement, il rencontre Komomo et son garde qui les informent que Ryo est celui qui les a sauvés plus tôt. Alors que le duel commence, Ryo impressionne Goki par sa vitesse et son habileté impressionnante, le poussant à utiliser son attaque la plus puissante. Cependant, ce faisant, il baisse sa garde et Ryo utilise cette fraction de seconde pour renverser la situation. À la surprise générale, Ryo finit par vaincre Goki. Avec cela, il se prépare à venger ses parents, prêt à accepter la dure vérité de ce monde. Cette nuit-là, Ryo dit à Ruri qu'il est son cousin germain et le prince de ce royaume, et Yuba confirme ses dires. Au début, Ruri croit qu'il se moque d'elle, mais Yuba lui assure que Ryo disait la vérité. Elle se met immédiatement à genoux pour s'incliner devant lui, mais Ryo lui dit de ne pas le traiter comme un membre de la royauté. Ruri accepte à condition qu'il cesse de l'appeler mademoiselle et utilise plutôt son prénom et Ryo accepte cela. Il révèle qu'il prévoit de quitter le village l'année prochaine, ce qui rend Ruri triste. Elle lui demande s'il reviendra la voir et Ryo répond qu'il le fera si cela lui est permis, bien que sa formalité l'irrite. Le lendemain, Ryo retrouve les autres et il remarque que lui et Ruri se parlent de manière informelle.
Quand on lui demande pourquoi, Rory dit qu'ils vivent dans la même maison, alors elle lui a demandé d'être plus décontractée avec elle. Au fil des jours, Ryo devient un membre important de la communauté et aide même à installer des turbines hydrauliques pour le village. Pendant la saison des semis suivantes, il enseigne une nouvelle façon de planter les cultures et remarque que Sayo est à la traîne. Quand il va l'aider, il lui dit qu'il veut superviser tout le monde dans le village une fois qu'il sera parti, et cela la prend au dépourvu car elle ne savait pas qu'il partait. Elle lui demande s'il viendra régulièrement, mais Ryo dit que ce ne sera pas possible car il veut voyager à travers le pays. Il dit aussi qu'il n'a rien dit à personne, mais comme elle est une amie proche de Rory, il voulait l'informer à l'avance. En entendant cela, Sayo commence à avoir les larmes aux yeux mais les essuie rapidement avant que Ryo ne puisse le remarquer. Peu après, Rory la rejoint et elle fait comme si tout allait bien en travaillant, bien qu'il soit évident que cela l'a profondément blessée. Ce soir-là, Shin rentre chez lui et la trouve en larmes, lui demandant ce qui ne va pas. Sayo fait de nouveau semblant d'aller bien, mais Shin se dit que Ryo a dû faire quelque chose et décide de lui botter les fesses. Cependant, Sayo l'arrête, disant qu'elle est triste parce que Ryo quitte le village. Alors Shin décide d'avoir une discussion avec lui, arrivant chez Yuba. Shin s'incline et supplie Ryo de rester au village, ce qui le choque. Sayo le rejoint bientôt et s'excuse pour les ennuis que Shin a causés avant de le chasser. Au fil des jours, Sayo met tout son cœur à entraîner ses arts spirituels, son corps et ses compétences à l'épée. Pendant ce temps, les récoltes sont enfin moissonnées et le village organise un festival comme d'habitude pour le célébrer. Pendant le festival, Goki défie quiconque de le battre à la lutte, tandis que sa femme Kayoko aide aux autres tâches. Pendant que Ryo la remercie de son aide, Sayo apparaît et demande si elle peut avoir un moment seul avec lui. Elle l'emmène dans les bois et Ryo remarque qu'elle porte toujours l'épingle à cheveux qu'il lui a offerte l'année dernière. Sayo admet alors finalement qu'elle est amoureuse de lui et même s'il est surpris, il s'excuse car il ne peut pas lui rendre ses sentiments. Quand il dit qu'une partie de la raison est qu'il quitte le village, elle lui dit rapidement de l'emmener avec lui, révélant qu'elle a travaillé très dur pour ne pas le ralentir. Elle le supplie de l'emmener, mais Ryo refuse calmement, disant qu'il ne peut pas lui rendre ses sentiments. Même alors, elle dit qu'elle se fiche qu'il l'aime en retour ou non. Tout ce qu'elle veut, c'est rester à ses côtés. Malgré cela, Ryo lui dit non et s'éloigne, remarquant que Shin l'observait depuis tout ce temps. Après qu'il ait laissé Sayo en larmes, Shin arrive pour la réconforter, suivi de Lord Gookie qui lui demande si elle aime Ryo suffisamment pour abandonner le village où elle a grandi. Sayo répond oui, alors il décide de l'entraîner pour qu'elle devienne plus forte. Quelques jours plus tard, le moment du départ de Ryo arrive enfin et il remercie Yuba et Rory pour tout avant de partir pour son voyage. En chemin, il rencontre Sayo qui l'attend à l'entrée du village. Elle lui souhaite bon voyage et promet de faire de son mieux et ils se disent au revoir avant de se séparer. Peu après, il arrive au village des hommes bêtes pour rencontrer Latifa et elle le salue avec une grande étreinte. Pendant qu'il festoie avec les anciens, il leur parle de Yuba et Rory et du fait qu'elles veulent rencontrer Latifa. Il révèle également qu'il prévoit de rester quelques mois cette fois-ci, mais il promet à Latifa qu'il reviendra plus tôt cette fois. Quand les anciens lui demandent s'il a besoin de quelque chose pour le voyage, il révèle qu'il pensait avoir une maison portable dans cette cache spatio-temporelle. Il décide de laisser la construction de la maison à Dominique et lui conseille de passer son temps avec Latifa et les autres en attendant. Cette nuit-là, il rentre chez lui et remarque que tout le monde a beaucoup grandi depuis la dernière fois qu'il les a vus. Voir les filles faire les folles lui donne l'impression d'être enfin chez lui, du moins pour l'instant. Quelques jours plus tard, les filles se réveillent au cri de Ryo et se précipitent dans sa chambre pour le trouver paniqué avec une jeune femme aux cheveux roses un peu débraillée dans ses bras. Les filles supposent qu'il a fait des folies la nuit dernière, mais il leur assure que c'est un malentendu et qu'il ne sait même pas qui est cette fille. Après quelques échanges, la fille se réveille enfin et révèle qu'elle est l'esprit qui a formé une alliance avec lui. Ryo se souvient alors que Drias lui a dit qu'il avait un esprit en lui et fait le lien. Cependant, il ne se souvient pas avoir formé une alliance avec elle et réalise qu'elle est la même fille qui est apparue lorsqu'il a été attaqué dans les bidonvilles. Quand il lui pose ces questions, elle lui dit tristement qu'elle ne sait pas. Quand il interroge les filles, elles disent n'avoir jamais vu d'esprit sous forme humaine, donc elles n'ont aucune idée de comment cela fonctionne. Il lui demande alors son nom, mais elle dit qu'elle n'en a pas et aimerait qu'il lui en donne un. La jeune femme lui demande pourquoi elle l'a appelé Haruto tout ce temps et Ryo promet d'expliquer plus tard. Il commence alors à parler à l'esprit, apprenant qu'ils ont la capacité de communiquer par télépathie. Elle lui demande s'il veut qu'elle l'appelle Ryo, mais il dit que Haruto lui convient aussi. Quant à la nommer, Ryo dit qu'il a besoin de temps car tout cela est arrivé trop vite et son cerveau tourne déjà au ralenti. Les filles suggèrent alors de parler aux anciens car Lady Dryas est aussi un esprit sous forme humaine et pourrait avoir des conseils pour eux. Ryo demande à l'esprit de l'accompagner et elle se lève nonchalamment, exposant son corps avant de générer une nouvelle robe avec du mana. Voyant sa beauté, Ryo se souvient de Muharyu avec des cheveux comme des fleurs de printemps chaudes. Alors il décide de la nommer Aisha. Sarah révèle que cela signifie printemps chaud et Ryo ajoute qu'il a pensé la même chose en la regardant.
Peu après, ils emmènent Aïcha chez les anciens qui ne comprennent pas pourquoi elle a perdu ses souvenirs en se réveillant. C'est alors que Lady Dryas apparaît et se présente à Aïcha. Après avoir parlé avec elle, même Dryas ne comprend pas pourquoi elle ne se souvient de rien et quand elle lui demande ce qu'elle sait, Aïcha dit qu'elle ne connaît que Horuto. Ryo explique alors que Horuto est l'alias qu'il a utilisé dans la région de la paille parce qu'il y est recherché, cachant délibérément le fait que Horuto est la personne qu'il était autrefois. Dryas demande ensuite à Aïcha quel élément elle maîtrise le mieux et elle répond tous, ce qui choque tout le monde. Pour tester ses pouvoirs, il l'emmène dehors pour un duel avec Ryo et les deux font le spectacle pour tout le monde. Ils s'engagent dans des batailles d'arts martiaux et d'archironors spirituels au point que Ryo doit se donner à fond contre elle. Quand les choses commencent à devenir un peu trop intenses, Lady Dryas annule le match avant qu'il ne transforme tout le village en cratère. Ils reconnaissent tous qu'Aïcha est vraiment forte, mais comme elle n'est pas encore stable, Dryas se charge de l'entraîner. Pendant les semaines suivantes, Aïcha entraîne ses arts spirituels tout en apprenant de plus en plus sur le monde dans lequel elle se trouve. Peu après, Dominique emmène Ryo à la maison portable qu'il a fabriquée et lui demande d'en poser les fondations avant de l'utiliser. Ryo le remercie de son aide et lui dit d'informer les autres anciens qu'il partira demain, tandis que tout le monde s'en va pour lui préparer le dîner. Sarah reste en arrière et lui conseille de parler à Latifa car elle ne va pas prendre cela à la légère. Cette nuit-là, en se relaxant dans le bain, il réalise qu'il a été très égoïste depuis qu'Aïcha s'est réveillée et n'a pas pris de temps pour Latifa. C'est alors que Latifa entre dans le bain et demande si elle peut lui laver le dos, et quand il dit non, elle est assez contrariée. Finalement, Ryo accepte de la laisser faire ce qu'elle veut et les deux utilisent ce moment pour se rapprocher. Elle lui dit que dans sa vie antérieure, son nom était Suzune, et elle lui dit cela parce qu'elle veut savoir quel était son nom à l'époque. Ryo lui dit qu'il s'appelait Haruto au Japon, mais qu'il a raconté une histoire différente à tout le monde. Latifa révèle ensuite qu'elle prenait le même bus pour l'école tous les jours et qu'il y avait un garçon plus âgé qui s'asseyait en face d'elle quotidiennement. Ryo réalise qu'elle était là quand l'accident s'est produit et s'excuse d'avoir été un frère terrible, mais Latifa le serre dans ses bras et lui demande de rentrer bientôt. Le lendemain, avant de partir, Ryo reçoit des cristaux de téléportation des anciens afin qu'il puisse revenir quand il le souhaite. Il reçoit également une épingle d'oreille qui lui permet de changer la couleur de ses cheveux afin de se déguiser dans la région de la paille. Après avoir dit au revoir, Ryo emmène Aïcha avec lui et en chemin, il explique qu'ils vont là-bas pour rencontrer Cilia. Pendant ce temps, Syl tient précieusement la seule lettre qu'elle n'aurait jamais reçue de Ryo quand Charles apparaît et commence à flirter avec elle. Syl supporte ses avances jusqu'à ce qu'un messager arrive et lui demande de s'occuper de ses devoirs. Peu après, Ryo et Aïcha arrivent dans la région de la paille et Ryo utilise l'épingle d'oreille pour changer la couleur de ses cheveux. Il se dirige vers une boulangerie pour acheter des douceurs où il apprend qu'il y a foule car il y aura un mariage royal demain. Cette nuit-là, Ryo s'introduit dans l'académie avec Aïcha qui utilise sa forme spirituelle pour l'y faire entrer. Arrivant devant la chambre de Celia, Ryo trouve le laboratoire complètement vide et décide de vérifier les autres pièces. Utilisant la magie d'Aïcha, il interroge un autre chercheur sur l'endroit où se trouve Celia, seulement pour apprendre qu'elle est au palais royal car elle se marie demain. Pour aggraver les choses, elle épouse Charles, le même imbécile qui a torturé Ryo toutes ces années auparavant. L'homme révèle également que les choses ont mal tourné lors de la récente guerre et qu'ils ont à peine réussi à tenir des négociations de paix avec l'ennemi. Cependant, pour maintenir l'unité en cette période de paix, la famille royale a décidé d'un mariage politique entre Celia et Charles. Il leur dit aussi que l'ancien duc, Philippe, a fui le royaume avec sa famille, et les tensions sont à leur paroxysme entre les nobles. Après avoir endormi l'homme, Ryo quitte le laboratoire et dit à Aïcha qu'il doit voir Celia en personne avant le mariage. Aïcha veut l'aider, alors elle décide d'utiliser sa forme spirituelle pour trouver un passage sûr à l'intérieur du palais royal. Cette nuit-là, Celia dîne avec son père Roland et Charles qui révèlent qu'ils prévoient une grande cérémonie pour que tout le monde puisse voir que leurs maisons sont unies. Pendant que les hommes discuteront d'autres questions triviales concernant le mariage, Celia reste assise en silence avec un sourire doux mais faux sur son visage. Charles discute également des rumeurs selon lesquelles certains nobles, dont Roland, auraient été en contact avec l'ancien duc. Mais Roland lui dit sévèrement qu'il est loyal envers le royaume et que ce sont de fausses accusations. Malgré cela, Charles continue de lui parler d'une manière condescendante et Roland reste silencieux car il ne veut pas qu'une guerre civile éclate. Pendant ce temps, alors que Ryo attend devant le palais, Heishi lui transmet un itinéraire sûr par télépathie. Dans sa chambre, Celia se prépare mentalement à épouser Charles et à devenir sa propriété, et elle serre la lettre que Ryo lui a envoyée il y a des années pour se réconforter. Même après toutes ces années, elle se caresse encore chaque nuit en pensant à lui, alors elle décide de brûler sa lettre. C'est alors que Ryo s'introduit dans sa chambre, ce qui la surprend au début, mais une fois qu'elle le reconnaît, elle se précipite dans ses bras.
Elle mentionne qu'il a beaucoup grandi, mais Rio dit en plaisantant qu'elle est toujours une petite peste, ce qui l'agace. Celia est tout excitée d'entendre ces histoires des 4 dernières années, alors elle lui prépare immédiatement du thé comme elle le faisait quand ils étaient à l'académie. Rio sait qu'elle essaie de cacher sa douleur, alors il lui demande directement si elle va épouser Charles. Celia garde un sourire sur son visage et dit oui. Alors Rio lui demande si c'est vraiment ce qu'elle veut. Celia lui donne une réponse politique lui disant qu'elle a consenti à ce mariage, mais Rio n'est toujours pas satisfait et lui demande si elle le fait pour le bien de sa famille. Celia choisit de maintenir son rôle, disant qu'elle est prête à se marier et que Charles est un homme gentil et chevaleresque. Tu es un menteur. Quand Rio la regarde, complètement perdue, elle s'énerve et lui demande s'il va l'épouser à la place. Cependant, elle reprend vite le contrôle de ses émotions et lui dit qu'elle plaisantait, rien de plus. Puis, tout à coup, elle lui dit qu'il devrait partir et lui demande même de ne pas assister à la cérémonie demain, car ce serait bien trop embarrassant pour elle. Rio reste là, sans dire un mot, alors elle le pousse dehors et lui donne 20 secondes pour s'en aller. Après son départ, Celia le remercie en son cœur d'être venue la revoir et s'excuse aussi de l'avoir mis dehors, car elle ne peut pas le laisser s'empêtrer dans cette histoire. Dehors, Rio dit à Aïcha qu'il n'a pas pu découvrir les vrais sentiments de Celia, mais il sait qu'elle ne veut absolument pas de ce mariage. Même quand elle dit ça, Aïcha lui dit de faire quelque chose et quoi qu'il fasse, elle promet d'être à ses côtés, toujours. Le lendemain, Reis arrive au royaume et est accueilli par Charles en personne, qui lui demande de rester un moment. Race lui rappelle que même en temps de paix, ils viennent de camps opposés et que cela causera des problèmes s'ils sont trop amicaux, vraiment. Alors que les deux discutent, Race sent soudain un esprit tout prêt et se met sur ses gardes, immédiatement. Pendant ce temps, alors que Celia s'habille, Charles arrive et la présente à ses 6 autres épouses, ce qui la laisse sous le choc, complètement abasourdie. La première, Tanesia, explique à Celia que même si elle vient d'une famille noble, elle est la dernière parmi elles et sera traitée comme telle une fois mariée à Charles. À ce moment-là, Celia apprend que Christina est là pour la voir, alors Celia demande calmement aux autres épouses de continuer cela plus tard, s'il vous plaît. Après l'arrivée de Christina, elle exige que les autres épouses de Charles les laissent seules afin qu'elle puisse avoir un moment privé avec sa vieille amie. Après avoir échangé des politesses, Christina s'excuse auprès de Celia car elle sait que ce mariage est organisé pour couvrir le désordre que son père a laissé en fuyant le royaume. Malheureusement, Celia lui dit qu'elle épouse Charles parce qu'elle le veut, mais Christina n'y croit pas du tout. Car Celia a perdu son sourire, son éclat, elle dit qu'elle l'admirait quand elle était étudiante, alors s'il y a quoi que ce soit qu'elle puisse faire pour aider, Celia n'a qu'à demander, tout simplement. Celia ignore sa demande, lui souhaitant la meilleure des chances pour résoudre ses problèmes familiaux, vraiment. Peu après, la cérémonie de mariage commence officiellement et les gens commencent à appeler Celia la mariée d'argent, à cause de ses cheveux argentés, bien sûr. Charles profite de cette occasion pour faire savoir à Celia qu'il va explorer ses chambres cachées ce soir, sans faute. Alors que leur carrosse se dirige vers le palais, Celia entend soudain la voix d'Aïcha lui disant de regarder à droite, juste là. Une fois qu'elle le fait, elle aperçoit Rio déguisé et se met à sangloter, les larmes aux yeux. Quand Charles lui demande pourquoi elle pleure, elle lui dit qu'elle est juste submergée par l'émotion et se reprend vite, très vite. Alors que le carrosse s'arrête, Charles se lève et lui tend la main avec un sourire. Mais avant que Celia ne puisse la prendre, elle voit Rio courir vers elle à toute vitesse. Alors que les gardes l'encerclent, Rio commence à les projeter comme des dominos jusqu'à ce qu'il fasse face à la dernière ligne de défense entre lui et Celia, sa bien-aimée. Charles est confiant que ses chevaliers le maîtriseront facilement, mais Rio les dépasse sans effort et lui donne un coup de poing dans le ventre alors que Charles tombe à genoux, vaincu. Rio tient soudain un couteau à la gorge de Celia, ce qui plonge tout le monde dans la panique la plus totale, utilisant la télépathie pour communiquer. Il explique à Celia que tout cela fait partie de son plan et que tout ce qu'elle a à faire est de rester silencieuse un petit moment, juste un instant. Il lui demande ensuite à nouveau si c'est vraiment ce qu'elle veut, et Celia continue de jouer son rôle parfaitement. Rio lui demande ensuite si elle a déjà été forcée à ce mariage, et sa réaction en dit long, vraiment tout. Il dit qu'il peut tout arrêter comme elle le demande, sans hésitation, et même s'il sait qu'il est insensé, elle compte trop pour lui, c'est pourquoi il ne peut pas la laisser partir sans avoir tout tenté, absolument tout. Il demande une dernière fois, et Celia répond que si elle met ses sentiments en avant, cela causera des problèmes à sa famille, et c'est quelque chose qu'elle ne veut absolument pas. Rio dit que c'est normal d'être égoïste parfois, et si elle était vraiment d'accord pour ce mariage, elle ne fixerait pas le vide comme s'il lui devait un loyer, n'est-ce pas? Après un moment de réflexion, Celia dit à Rio de l'emmener loin d'ici, et le jeune homme traverse la foule en la portant dans ses bras avec force. Après avoir sauté par-dessus les fantassins, il utilise les arts spirituels pour dévier les mages, et Ray commence à soupçonner que ce type pourrait bien être le même Rio d'il y a 4 ans, en fait. Pour tester sa force, Ray lui lance une boule de magie noire et Rio parvient à la dévier, ce qui impressionne fortement Ray, il faut le dire. Alors que Ray continue d'avancer, le chef de la sécurité, Alfred, déploie des troupes aériennes à sa poursuite et laisse Nessa aux commandes pendant qu'il part avec les troupes au sol sans attendre. Pendant ce temps, Rio court sur les toits pour éviter les unités de Griffon avec agilité, mais quand il réalise qu'elles sont plus rapides qu'il ne l'avait prévu, il confie Celia à Aïcha afin de pouvoir les semer plus facilement, sans problème.
Après l'avoir vu les mains vides, les troupes aériennes commencent à lui tirer dessus, mais il esquive habilement toutes leurs attaques avec une grande maîtrise. Après s'être brièvement engagé avec les troupes de au sol, il décide de passer à autre chose, mais il est arrêté par Alfred qui le défie en duel sans hésiter. Alors que les deux commencent, Alfred se révèle être l'ennemi le plus fort que Ryo ait affronté jusqu'à présent et la bataille s'avère encore plus difficile car Ryo refuse de le blesser, absolument. Cependant, Alfred pense qu'il est sous-estimé et décide d'utiliser toute sa force sans retenue aucune. Avec une seule grosse attaque, Alfred provoque une énorme explosion qui anéantit apparemment Ryo, mais en réalité, il a utilisé la lumière comme couverture pour s'échapper, ni vu ni connu. Pendant ce temps, Celia est sur une falaise voisine avec Aisha et alors qu'elles sont frappées par un orage, elle prie pour la sécurité de Ryo de tout son cœur. Peu après, Ryo arrive et Celia est ravie de le voir en un seul morceau, sain et sauf. Elle remercie Ryo de lui avoir donné de l'espoir car avant qu'il n'arrive, elle avait abandonné la vie et allait se soumettre à ce mariage sans plus. Ryo lui dit qu'il lui doit beaucoup et qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour la rendre heureuse, absolument tout. Alors qu'ils décident de leur prochaine destination, les montagnes autour d'eux sont toutes frappées simultanément par des éclairs de différentes couleurs, un spectacle étrange. Aisha réalise rapidement que ce sont des signes d'invocation et demande à Ryo de les aider pendant qu'elle s'occupe de Celia avec attention. Peu après, Ryo trouve ces invocations capturées par des voyous et les sauve sans tarder. L'une de ces invocations se révèle être son amour d'enfance, Miharu, ce qui laisse l'homme sous le choc le plus total, complètement abasourdi. C'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, commentez « J'adore les pieds » comme preuve, merci beaucoup.